D'abord le lin, donc on va vous présenter toute la filière du lin, hein, et on vous donnera la parole à la fin. Voilà, parce que c'est un petit peu chargé. Si on vous donne la parole entre deux, ce sera un petit peu trop long. Donc on commence par l'agriculteur, hein, qui produit son lin, et on va faire toute la filière. Hein. Donc cet agriculteur, c'est Emmanuel Rouillère. Je vais le laisser se présenter. Voilà, il est agriculteur dans les Hauts-de-France. Et je te donne le micro qui est allumé. Bonjour à tous. Donc, je suis agriculteur dans les Hauts-de-France, mais dans le sud des Hauts-de-France, à côté de Beauvais. Et je travaille avec la linière de Grandvilliers, qui est une coopérative où je suis administrateur, qui travaille à peu près 4 500 hectares de lin et une centaine d'hectares de lin bio. Alors l'exploitation de 160 hectares a été commencé à convertir la première année en 2010. On a converti à peu près une cinquantaine d'hectares sur l'exploitation et on a terminé la conversion de l'exploitation en 2020. Depuis 2020, la ferme est 100% bio. Alors avec un atelier de poules pondeuses, on a 9000 poules pondeuses et 30 vaches allaitantes. Nous sommes 3 associés sur l'exploitation et 1 salarié. Ma femme, mon fils et moi. Alors historiquement, la culture du lin chez nous, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. En conventionnel, on faisait déjà du lin. On faisait à l'époque à peu près une dizaine d'hectares de lin. Aujourd'hui, en bio, on en produit 5 hectares. Parce que je vais vous expliquer, techniquement, c'est pas difficile, mais c'est très intéressant, comme disait mon collègue tout à l'heure. Le bio, il faut réfléchir longtemps d'avance. Il faut faire des assolements corrects pour avoir des récoltes correctes. Et donc, dans l'assolement de l'exploitation, aujourd'hui, je peux produire que 5 hectares de lin. Parce que je le place derrière la luzerne dans la rotation. La luzerne est la tête de rotation. C'est elle qui nettoie les parcelles. On met souvent un blé boulanger derrière la luzerne et on place le lin puisque la terre est propre pour pouvoir l'avoir plus facilement propre. Parce qu'en fait, c'est le gros défi technique de l'agriculteur en lin, en bio en règle générale, mais le lin encore plus, quand on sait que c'est une culture qui pousse en 90 jours. Il faut qu'il y ait assez d'eau pour faire pousser le lin, mais il faut aussi que nous, en bio, on puisse désherber. C'est-à-dire qu'on fait des passages mécaniques, il faut que la terre soit assez sèche pour pouvoir passer. C'est tout le défi qu'on a quand on sème du lin. Alors globalement, il faut savoir que on sème nous, on laboure encore, c'est un peu la discussion des fois, mais on fait un labour d'hiver, et puis après on fait ce qu'on appelle des faux semis, c'est-à-dire qu'on fait germer les plantes qui sont sur la parcelle en passant 2 ou 3 fois avec des outils de travail du sol pour détruire ces plantes qui germent. Et on sème du lin à partir à peu près du 10-15 avril chez nous. Par rapport au conventionnel, on le sème plus tard parce qu'on fait des faux semis et parce qu'on veut que le lin pousse vite. En fait, en bio, il y a dans la nature, il y a une concurrence. La nature a horreur du vide. Donc en fait, il faut que le lin soit semé dans des terres chaudes, humides, pour qu'il pousse assez vite, et plus vite que les mauvaises herbes, que les adventices, on va dire. Alors donc, ces faux semis nous permettent de détruire une partie des herbes présentes sur la parcelle. Le lin, quand on le sème assez tard, il met une petite dizaine de jours à lever. Et après, on fait des désherbages mécaniques, soit avec la houe, soit avec la herse-trille, ce qui permet de freiner les plantes adventices qui pourraient pousser. En dernier recours, on bine le lin, c'est-à-dire qu'on passe avec un outil qui détruit les plantes entre les rayons, ce qui permet de limiter encore l'herbe qui pourrait arriver. Alors chez nous, on arrache le lin environ début juillet, selon le temps, hein, s'il fait beau. Et cette année, ce sera plus tôt, non? Non, ou c'est bon aussi? Cette année, il est en floraison, là, donc on est comme ici, en fait, on est dans le sud, mais on est pareil. Non, je pense que oui, début juillet, on devrait arracher les lins. Et après, il y a une phase très importante. Alors bon, ce qui est important, c'est la pluie. C'est vrai que c'est ce qui nous limite maintenant, ce qui nous fait des rendements plus ou moins hétérogènes. On parlait tout à l'heure avec les acheteurs, et c'est vrai que le climat évolue fort, et on a cette année des lins qui sont assez courts encore. Enfin, on va arriver à les arracher, mais
Le climat joue beaucoup. Hein. Depuis que je suis agriculteur en bio, j'ai appris à être humble devant la nature. Parce que c'est elle qui commande et puis nous on essaye de faire le maximum pour avoir un rendement correct. Mais donc le deuxième temps important du lin, c'est quand on l'arrache, on le met en andin. Et il y a une période qui s'appelle le rouissage. Vous avez vu les filasses là-bas tout à l'heure, elles sont plus ou moins rouilles, plus ou moins bleues. Et c'est à ce moment-là que la qualité du lin se fait. Il faut de l'eau, il faut du soleil, il ne faut pas que le soleil le brûle non plus quand on l'arrache. Enfin, c'est des aspects techniques qui sont intéressants. Mais alors le lin peut rester selon le temps, il va rester 1 mois par terre, 2 mois, ou des fois on le récolte en septembre, des fois pas trop rouillé, ce qui ne plaît pas toujours aux acheteurs, mais c'est assez délicat. Et on sait, chez nous, on sait qu'à partir du début octobre, si le lin n'est pas rentré, il y a peu de chances qu'on le ramasse. Ça, il faut... on le retourne une fois pour rendre la nappe homogène. Quand il a rouillé un petit peu d'un côté, on le retourne pour pas qu'il prenne trop le soleil, pour pas qu'il soit brûlé. Et ce qui permet de le faire rouiller. Voilà, je pense que... C'est bien. Merci. Après, on l'enroule en ballot et puis on l'amène au tailleur. Là, j'en ai pas beaucoup. En fait, on le met en ballot et on l'amène au taillage. J'espère que tu auras plus que ça dans ta récolte de 2022. Ouais. Mais il se présente comme ça dans les ballots quand on l'amène. Puis là, il n'y a plus trop de graines. Il a été un peu égrené. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc l'agriculteur, c'est plus gros que ça. Hein. Il apporte des gros ballots de 100 à 200 kilos au tailleur. Donc maintenant, on va demander le témoignage du tailleur. C'est Emmanuel Lardier, qui est le directeur d'Opalin, voilà, qui est aussi des Hauts-de-France. Bonjour à tous. Donc je suis directeur de la coopérative Opalin qui se situe à Le Parc, dans le Pas-de-Calais, donc à 40 km du Touquet. Donc Opalin, on cultive à peu près 3500 hectares de lin, on a 45 salariés et on cultive entre 50 et 60 hectares de lin bio. Donc on est certifié, le TH est certifié GOTS pour pouvoir transformer les lins bio depuis 2018. Alors pourquoi on s'est certifié ? Tout simplement pour accompagner nos agriculteurs qui souhaitaient se convertir à l'agriculture biologique. Donc comment se passe, déjà en quelques mots, c'est quoi un taillage ? Donc un taillage, c'est un ensemble de machines qui permet d'extraire la fibre de la plante de lin. Donc on vous a montré un bouquet de tiges de lin. Ouais. Donc on rentre des balles de lin rondes, contenant en fait ces tiges de lin. On les déroule donc à l'entrée des machines et à la fin des machines, on récupère les fibres longues. En faisant cette opération, on récupère également d'autres matériaux comme les fibres courtes, les anas et les graines. Tous les matériaux sont valorisés sur leur marché spécifique. Mais l'objectif premier est bien de récupérer le maximum de fibres longues, le plus propre possible et sans les abîmer. Alors la spécificité du lin biologique, et en fait on a dû mettre en place des procédures spéciales pour pouvoir stocker correctement la matière première bio et ensuite les produits finis bio pour qu'il n'y ait pas de mélange entre les différents matériaux. Il y a un aspect aussi très important au niveau traçabilité. L'agriculteur doit nous fournir un certificat d'agriculture biologique qui nous permet, une fois qu'on a trouvé un acheteur qui est lui aussi certifié GOTS, qui nous permet d'obtenir un certificat de transaction qui va être fourni donc à l'acheteur et qui va pouvoir lui revendre cette matière à un filateur
pour donc des produits biologiques. C'est bon? Voilà, très bien. Je Merci peux vous beaucoup, dire Emmanuel. sur le teillage Voilà. et sur la fibre longue. Merci beaucoup, Emmanuel. Ceux qui le souhaitent, dans l'après-midi, il y aura une visite d'un teillage, donc vous pourrez voir plus en détail le process industriel pour ceux qui se sont inscrits sur la visite du teillage. Voilà. Et puis, vous gardez vos questions et on va rappeler tout le monde à la fin pour que vous posiez vos questions et qu'ils puissent vous répondre. Hein. Donc, comme Emmanuel vous a expliqué, voici les fibres longues qui sortent du teillage et ensuite on fait le peignage. Alors, Willy Cook de Terre de Lin va vous expliquer ce que c'est que le peignage des fibres longues, pour commencer. Bonjour à toutes et à tous. Willy Cook, donc je suis responsable des ventes de fibres de la coopérative Terre de Lin en Normandie. La coopérative Terre de Lin sème environ 1000 adhérents qui sèment entre 15 000 et 20 000 hectares de lin chaque année. Et actuellement, nous avons des producteurs bio qui sont soit déjà bio, soit en conversion, qui représentent environ 200 hectares qui sont en croissance d'année en année. Donc, en fait, la coopérative Terre de Lin a suivi la démarche de producteurs conventionnels qui se sont convertis au bio. Donc, un peu comme disait Emmanuel Lardier pour Opalin, on a donc le teillage, le peignage et le service commercial sont certifiés GOTS et donc cotisent à chaque étape de la transformation et de la commercialisation pour livrer chez des filateurs qui sont eux-mêmes certifiés. Donc, en ce qui concerne donc le peignage des fibres longues, notre matière première, c'est ce qu'on a vu précédemment à la sortie du teillage, c'est ce qu'on appelle le lin taillé, ce sont des fibres longues, c'est ce qu'on appelle les fibres techniques, composées de fibres élémentaires agglomérées entre elles par les ciments pectiques. Et c'est difficile de tenir en même temps le micro et le lin. Mais ce qu'on voit, c'est que le lin taillé, sa particularité, c'est que les fibres techniques sont regroupées en faisceaux fibreux. En fait, c'est le faisceau fibreux qu'on a dans chaque plante. Et le travail du peignage, ça va être de dissocier les fibres pour un peu décomposer ces faisceaux, pour dissocier les fibres, les paralléliser et produire un ruban continu comme celui-ci. Je tiens à vous, si donc voilà, c'est un process donc, qui se fait en 2 temps. On introduit les fibres à la verticale dans des machines spécifiques. Ce sont des machines qui sont spécifiques au lin, de technologie Lini Pianti, une technologie italienne. Et donc les fibres sont peignées par c'est un process qui est entièrement mécanique. Les fibres sont peignées et dissociées en 2 temps. D'abord la partie pied, et ensuite la partie tête. Et à la sortie de la peigneuse, on obtient un peu l'équivalent de la poignée de lin taillé qu'on avait à l'entrée. On a une poignée de lin peigné, mais là, les fibres ne sont plus en faisceau. Jacques, si tu peux, ouais. Les fibres ne sont plus en faisceau, elles sont bien dissociées. Et pendant le process de peignage, en plus de dissocier les fibres, on va aussi éliminer toutes les fibres les plus faibles, les plus courtes et les plus faibles. Et on va produire ce qu'on appelle les fibres courtes, ce sont des étoupes de peignage qui sont donc présentées en bourre, qui sont la matière première du peignage de fibres courtes. Et donc qui sont utilisés notamment dans la filature de mélange. Ils passent quand même ces étouffes de peignage, ils peuvent aller en filature. Ces étouffes de peignage vont en filature. Alors soit en filature pur lin, mais avec des process spécifiques aux fibres courtes, soit en filature de mélange, puisque leur longueur permet d'être travaillée sur des matériels de filature type laine, donc qui ouvrent après les mélanges vers le polyester, la viscose, la laine, etc.
Et donc la partie fibre longue, une fois débarrassée des fibres les plus faibles, permet de produire ce ruban où les fibres sont alignées, parallélisées, et on a un ruban continu, donc dans lequel on retrouve la longueur de la fibre, mais le process employé a permis de donner une cohésion entre toutes les fibres pour produire un ruban continu qui ensuite sera étiré chez le filateur. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'était... On peut le laisser là, hein. Tu le laisses là comme ça. C'est technique, mais ça permet de vous faire bien comprendre. Et je crois que tout le monde ne connaît pas ça, hein. Donc c'est important qu'on connaisse un peu la technique, hein. Enfin, il nous a semblé que c'était important. Donc les étoupes de peignage, comme on l'a vu tout à l'heure, ou des étoupes de teillage, ils peuvent aller aussi chez un autre peigneur. Le peignage du Mortier, donc c'est Cédric Oplat du peignage du Mortier. Oui, bonjour à tous. Peignage du Mortier, une société de 80 personnes à Tourcoing depuis 125 ans. Nous, notre spécialité, c'est de préparer toutes les fibres courtes, que ce soit des fibres naturelles, des fibres artificielles, des fibres synthétiques pour tous les usages. Et nous avons redémarré, suite à l'engouement pour les nouvelles filatures alsaciennes, normandes, nordistes et bientôt bretonnes, nous avons redémarré un atelier qui existait dans les années 90 et où on prépare justement ces fibres courtes. Ce qui est fantastique dans le lin, c'est que rien ne se perd jamais à aucune opération. Donc Willy vous a expliqué qu'il taille et peigne les fibres longues qui vont pouvoir aller principalement dans la filature au mouillé. Il a pu vous montrer les étoupes qui sont le coproduit qui est un peu plus court. Et nous, on va travailler, on a 3 types d'ateliers pour valoriser ces fibres de lin et ces fibres de chanvre. Alors, le premier itinéraire, c'est celui qui est vraiment très spécifique au lin, qui va aller dans les filatures au sec. Pour ceux qui auront l'occasion de visiter, par exemple, c'est un des procédés qu'on retrouvera chez Safilin dans la région. Avec ces fibres plus courtes, on a des peigneuses qui sont qu'on appelle les petites peigneuses. Donc là, c'est Schlumberger, notre fabricant français dans l'Est, qui fabrique ces peigneuses. Et de la même façon que dans les grandes peigneuses, on va paralléliser et on va venir créer un ruban qui permet de créer des fils entre 2 et 12 métriques pour ceux qui connaissent. Donc principalement de la toile de jean ou de la toile d'ameublement. Alors je voulais vous signaler que le lin, ça se marie aussi très bien avec plein d'autres matières. Et là, Willy a mentionné le mélange, et je vous ai ramené un mélange qui est fait avec de la laine française. Il faut que vous sachiez quand même que la laine française a à peu près le même combat que le lin et le chanvre pour redévelopper sa filière et pour industrialiser et revaloriser nos produits. Et donc lin et laine mélangés, on fait des superbes rubans et on peut filer jusqu'à du 26 métriques, voire plus, avec ces produits. Une dernière voie quand même que je mentionne, qui est celle du cotonisé, puisque quand on est trop court, quand les étoupes ont à nouveau été travaillées, il y a du lin qui peut être trop court, c'est le cotonisé, et on a également un atelier qui permet de mélanger le lin ou le chanvre avec des viscoses ou avec d'autres fibres. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Donc l'étape après, c'est la filature, donc dont Safilin, Olivier Guillaume, est le représentant du Nord-Pas-de-Calais. Merci Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Bon, la plupart d'entre vous maintenant, au gré des années, vous me connaissez. Donc je suis Olivier Guillaume, président de Safilin. Donc on est filateur de lin depuis 1778. Et avec 2 usines que nous avons déplacées vers la Pologne il y a une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, nous faisons chemin inverse, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons démarré cette année à nouveau une production de transformation de fibres en fil de lin en France et en Hauts-de-France. Alors, je vais vous parler un peu de notre métier. Willy, Cédric nous ont présenté la manière dont ils préparaient les fibres et dont ils préparaient les rubans. Si vous avez bien suivi, on est sur du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'une matière en entrée, un lot de matière en entrée, a donné le même lot en sortie. Et vous imaginez bien qu'avec une matière naturelle comme le lin,
eh bien, il y a des diversités importantes d'un champ à l'autre, d'une région à l'autre, et encore plus d'une année à l'autre. Eh bien, nous, en tant que filateurs, notre devoir, eh bien, il est pour nos partenaires, tisseurs, tricoteurs et le reste de la chaîne, eh bien, de leur garantir un fil de qualité constante, peu importe ce qui s'est passé dehors dans les champs. Alors, comment est-ce qu'on fait ce tour de passe-passe? Eh bien, c'est là tout le savoir-faire du filateur qui consiste à sélectionner les rubans et on va opérer un travail de mélange. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans chaque lot que l'on va associer le meilleur, la caractéristique dominante. Donc sur certains lots, on va aller chercher la finesse, on va aller chercher la couleur dans le suivant, on va aller chercher la force et on va combiner ces lots ensemble, on va les préparer, on va les mélanger de sorte qu'à la fin, on ne puisse plus distinguer un lot d'un autre, mais qu'on apporte la garantie à nos clients tisseurs et tricoteurs eh bien, que le fil dispose des mêmes caractéristiques qu'on va savoir pérenniser dans la durée. Alors, ces mélanges-là sont très complexes. On peut aller jusqu'à 24, voire 32 lots différents. Donc ça veut dire que pour un même fil, on va aller chercher les matières dans jusqu'à 32 champs différents. Et ces champs-là, ils peuvent venir de régions différentes, mais surtout, ils peuvent venir d'années de récoltes différentes. Et c'est extrêmement important. Il y a une variabilité importante d'une année sur l'autre, des conditions météo notamment, qui peuvent vraiment donner des récoltes de nature différente. Eh bien, le fait d'être capable d'anticiper cela en ayant stocké de la matière, et ce qui va nous permettre de mélanger et de compenser tout cela, eh bien, c'est un facteur de qualité dans la durée. Alors, on vous a parlé de fibres longues et de fibres courtes. Je vais vous parler du process fibre courte pour commencer. Lorsque Cédric Opla, Peignage du Mortier, me livre son ruban de fibres courtes, eh bien, effectivement, je vais le destiner, ces fibres courtes, à des produits qui vont être plutôt des toiles lourdes. Pour ce faire, on va utiliser la technologie de filature au sec. Cette technologie n'utilise pas d'eau, c'est une transformation mécanique. On va faire glisser les fibres les unes par rapport aux autres, mais comme on est sur de la fibre courte, eh bien, la résultante va être un fil relativement épais et qui va préserver en fait des caractéristiques assez rustiques au produit et ce qui est attendu notamment dans l'ameublement. Avec le ruban de fibre longue, par contre, eh bien là, on va le destiner à ce qu'on appelle la technologie de filature au mouillé. Alors filature au mouillé, pourquoi? Eh bien parce qu'à la fin de la préparation des fibres, on obtient une mèche et cette mèche va être immergée dans l'eau. L'objectif étant de libérer les fibres en éliminant ce qu'on appelle les pectines, les colles naturelles qui soudent les fibres entre elles, parce que l'objectif ensuite en filature va être de tirer sur les fibres, de les faire glisser les unes par rapport aux autres, puisqu'en filature au mouillé, notre objectif, c'est d'aller chercher de la finesse. De la finesse, pourquoi? Eh bien parce que derrière, l'usage sera du tissage pour des tissus légers comme de la chemise, du tricotage pour aller sur des jerseys, des t-shirts, comme chez Le Maillot par exemple. Voilà. Évidemment, c'est très difficile sur une estrade comme ça d'illustrer notre métier. Je sais qu'il y a une cinquantaine de chanceux, entre guillemets, d'entre vous qui se sont inscrits et je suis désolé de ne pas pouvoir accueillir plus de monde, mais ce soir, à la visite de la filature, où vous pourrez aller à la découverte eh bien, du process de transformation en filature. Dernier mot, je voulais juste ajouter une chose. C'est extrêmement important. Vous avez ici, réuni ici, toute une chaîne de transformation française de la plante jusqu'au produit fini. Et moi, je voudrais m'adresser aux marques. Et pour celles qui ne sont pas présentes, je veux que vous fassiez le relais auprès de ces marques-là. On a des consommateurs qui attendent un produit éco-responsable, porteur de valeurs sociales, valeurs sociétales, valeurs environnementales. C'était pas possible, il y a encore quelques années, de réaliser un produit totalement en France. Désormais, la filière s'est prise en main. La filière agricole, la filière agro-industrielle, la filière industrielle, on a remis des outils, on continue d'en remettre. Il n'y a pas que l'initiative de Safilin, il y a une initiative similaire en Normandie, en Alsace, et puis bientôt en Bretagne. Et puis bientôt en Bretagne, il n'y a plus aucune excuse. Le consommateur est en demande, les agriculteurs, les transformateurs, les industriels ont joué leur rôle. C'est à vous les marques, c'est aux marques de s'approprier l'outil, il est à leur disposition pour répondre à la demande du consommateur. Je passe le relais peut-être au tricoteur, je ne sais pas si c'est lui qui enchaîne, ou peut-être au tisseur. Le tisseur d'abord. Alors comme c'est... Merci beaucoup.
Comme c'est un tisseur spécialisé dans l'ameublement, je te confie la bobine de fil sec. Voilà. Merci Olivier. Ce que tu sais peut-être pas bien, c'est qu'on fait de plus en plus d'habillement. Je vais essayer d'avoir le même entrain, la même fougue, la même force de conviction que celle d'Olivier. D'abord, je constate que Emmanuel est un prénom assez en vogue dans le Lin, Oui. puisque je suis le troisième à m'appeler comme ça et à parler. Voilà, ça c'était le préambule. Le deuxième préambule, c'est que je vous parle en nom et place de Vous mon avez patron. 3 minutes. Hein. De mon patron qui est Olivier Ducatillon et qui vient d'avoir d'autres responsabilités syndicales au niveau national, qui s'excuse, qui vous salue. Voilà. Alors qui sommes-nous? Le maître de Mester, on est un peu moins vieux que Safilin, mais on est dans la région depuis 1835, les mêmes murs, vous pouvez venir visiter, c'est les mêmes murs qu'avant. Nous sommes un tisseur, nous tissons des tissus qui vont de 90 grammes au mètre carré jusqu'à 1,5 kg. Ce qui est assez rare et il n'y a pas beaucoup de sociétés dans le monde qui ont ce panel de produits. Au départ, on était spécialisé dans l'ameublement. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'ameublement, de plus en plus d'habillement et également des accessoires. Vous pourrez voir sur une petite table qui est là-bas, une valise, un sac, des choses comme ça qui sont faites en lin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le maître de Mester, c'est une toute petite PME, on est microscopique, on est à 40 km d'ici. On appartient à un groupe qui est un peu plus important, qui s'appelle NatUp, qui est une coopérative avec laquelle on a le privilège de beaucoup collaborer. La baseline de NatUp, c'est La Terre nous inspire. Donc c'est pas anodin comme message. Et comme ça a été signalé, nous avons ouvert une filature, la French Filature, voilà son nom, depuis le mois de février en Normandie. Ce qui fait que nous allons être complètement intégrés du champ jusqu'au tissu. Je crois qu'on va être à peu près les seuls comme ça, en tout cas existants. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, moi je suis ravi d'être ici. On n'utilise pas beaucoup de lin bio chez le maître de Mester pour le moment. On n'est pas du tout hostile à ça, bien sûr. Et je finirai sur un mot qui définit bien le métier des tisseurs. Tisser du fil, c'est croiser du fil. Et il y a beaucoup de gens de la mode qui sont ici. Balenciaga disait, au départ, vous pouvez avoir tous les talents de la terre, si vous n'avez pas la matière, ça ne sert à rien. La preuve, nous sommes tous habillés. Merci. Merci beaucoup. Donc nous comptons sur vous pour vous bientôt faire du lin bio. Hein. Donc le lin, soit il se tisse, soit il se tricote. Alors l'entreprise Le Mailleux, voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, Loïc Barre, je suis co-dirigeant de l'entreprise Le Mailleux. Alors que fait Le Mailleux? C'est une entreprise qui tricote et confectionne des sous-vêtements depuis 75 ans dans le Nord, dans les Hauts-de-France, à Saint-André-les-Lilles exactement. J'ai rencontré Martin en 2012 lors d'une formation à l'économie de la fonctionnalité et c'est seulement 6 ans après que nous avons pu mettre nos valeurs en place chez Le Mailleux. Nous voulons produire les sous-vêtements les plus propres au monde grâce à une fabrication locale avec un respect de l'équilibre entre le financier, le sociétal et l'environnemental. Et c'est pour ça que je suis aussi aujourd'hui, c'est qu'on s'intéresse fortement au lin. Alors, que faisons-nous? Eh bien, nous achetons du fil, que voici. On en utilise à peu près une centaine de tonnes par an, donc à peu près 5% de lin et majoritairement du coton bio. On achète ce fil et grâce à des métiers circulaires, donc ce sont des très grosses machines, nous en avons à peu près une quarantaine, on va tricoter donc une matière qui s'appelle donc le tricot et nous en faisons pas mal de choses et notamment des t-shirts. Merci. Alors pourquoi on aime le lin et en particulier le bio? C'est principalement parce que nous voulons trouver une responsabilité, enfin une façon d'avoir un impact important sur le territoire. Alors, un impact grâce justement à une matière qui est produite majoritairement en France entre la Normandie et les Pays-Bas, à peu près 80% si je me trompe pas sur de la production mondiale. Donc c'est super important pour nous. Et à côté de ça, en plus, pour nos clients, ça a aussi un confort thermorégulant parce qu'il faut aussi trouver un produit qui soit confortable pour nos clients.
Et puis enfin, le maillot travaille à peu près à 40% à ses marques. Donc vous pouvez retrouver ce t-shirt notamment sur le site, mais aussi principalement pour des marques externes à qui je vais donner la parole. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Je vous permets de dire que Paul, il fabrique aussi des t-shirts en lin bio. Voilà. On a, je ne crois pas Loïc que tu as amené des échantillons, mais on a un stand pour l'important. On fait pas. Alors on est une beaucoup plus petite structure. Nous on est spécialisé que sur le lin bio, alors que le Maillot est une entreprise beaucoup plus ancienne et beaucoup plus grande. Et on a besoin de cette variété dans la filière de plusieurs acteurs. On a d'ailleurs travaillé ensemble sur un t-shirt. Un des premiers t-shirts l'important a été fabriqué par Le Maillot, et heureusement qu'il y a plusieurs entreprises. C'est la force de la filière, de cette diversité. Mais vous pourrez voir des échantillons de tricotage sur un stand là-bas. Merci Paul. Donc l'étape d'après, c'est la confection. Donc on va donner la parole à Jean-Charles qui va vous présenter ce qu'il fait. Jean-Charles Tchakirian qui est le Gaulois. Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Tchakirian. Nous sommes confectionneurs de jeans dans notre famille depuis 40 ans. Nous avons connu beaucoup de modèles économiques. Celui que nous vivons est le 4e, avec un stop en 2001-2002 pour cause de mondialisation, qui est un vaste sujet qu'on a encore beaucoup de mal à digérer. Et on va s'épargner ce soir le mal de la mondialisation. On est né sur des nouvelles valeurs. On est né à nouveau, c'est pour ça que notre société s'appelle Phoenix Jeans, sur des valeurs environnementales qui font écho, je dirais, à tous les méfaits que la mondialisation a fait sur le jean et sur les valeurs humaines, sur comment on fabrique un pantalon. Je vais faire un tout petit peu la promo du Gaulois parce qu'on m'a donné le micro pour ça, mais j'ai beaucoup de mal à... Donc, rapidement, je n'ai pas amené d'échantillon, mais j'ai amené Paul avec moi parce que Paul porte sur lui un jean en lin naturel. C'est un fil qui est non blanchi et il est resté dans son état naturel et on a lancé ça il y a quelques mois. C'est un jean en lin conventionnel qui est très vertueux. Je ne vous retrace pas la valeur du lin, toute la chaîne de lin. Moi, je voudrais parler des hommes et des femmes que j'ai rencontrés en 2019, à commencer par Nathalie Revol. J'aime raconter cette histoire, je vais vous la faire très rapidement. Un jour, Nathalie me téléphone, nous sommes en février 2019, et je l'écoute par un ami interposé, et elle me parle pendant 1 heure. Elle me parle de ses travaux sur le chanvre. En 2019, je comprends que la moitié de ces mots, mais je vois une femme qui est passionnée, qui est entrepreneuse, qui est dynamique, qui a la vie en elle, qui porte la vie en elle. Au bout d'1 heure d'échange, je dis à Nathalie, j'ai pas tout compris, mais dis-moi qu'est-ce que tu veux de moi. Elle me dit, on est en train de reconstruire une filière chanvre textile. Il y a beaucoup d'acteurs, les filateurs, les tisseurs, les cultivateurs, et tout le monde travaille gracieusement pour la reconstruction de cette chaîne de chanvre. Elle me dit, on cherche un confectionneur, est-ce que tu nous ferais des jeans aussi pour l'association? Ce que j'ai fait volontiers. Et je lui ai dit simplement, si tu m'avais demandé ça au début, on n'avait pas perdu 1 heure à échanger, et c'est oui, il n'y a pas de problème. Donc il y a quelques personnes ici dans cette salle qui portent sur eux, dont moi aujourd'hui, le premier jean en chanvre, qui est le millésime, aide-moi Nathalie, 2019. Et comme j'ai fait partie de ces acteurs qui ont contribué à la reconstruction de cette filière, nous avons eu la chance d'avoir quelques kilos de fil de chanvre. À l'époque, en 2019, quand renaît le Gaulois, j'étais né sur une plateforme participative où j'avais dénoncé les utilisations intempestives de l'eau et des produits chimiques pour le coton traditionnel, et j'avais apporté une solution environnementale avec le lin. Et l'idée
quand j'étais en pleine campagne, avait été de faire résonner les travaux un petit peu de cette association sur les réseaux sociaux. Et on avait mis une contribution sur chaque jean qui était vendu, qu'on a reversé à l'association pour l'aider et la soutenir dans son développement. Donc je suis heureux de vous dire aujourd'hui que l'histoire va se répéter. Car avec les quelques kilos de fil de chanvre qu'on a eu, avec notre équipe de modélistes et de stylistes, on s'est posé devant ce tissu et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Donc, je suis heureux de vous présenter un jean, tiens-moi-le s'il te plaît, un jean qui est en 100% chanvre français, sur lequel on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait... Parce qu'on est, nous les confectionneurs, finalement, nous ne sommes que des cuisiniers. On prend le meilleur de chacun des acteurs que vous avez vus, qui ont présenté leur savoir-faire et leur expertise, et on s'est dit comment nous, on peut valoriser ce savoir-faire. Et donc l'idée de ce pantalon a été d'enlever tout ce qu'il y avait de polyester. Donc on a enlevé les fonds de poche sur ce pantalon. On a enlevé les rivets en métal qu'on ne sait pas recycler. On a mis une fermeture éclair recyclée et on a mis un bouton en bois de buis qui, lorsque vous aurez terminé avec votre pantalon, voilà, vous pourrez récupérer votre bouton en bois qui se recycle de toute façon et vous pourrez finalement rendre ce pantalon à la nature qui le fera disparaître rapidement de toute trace polluante. Donc ce pantalon, il y aura une série très limitée qui sera prévendue sur notre site Le Gaulois à partir de, je pense, du mois de septembre et sur lequel, et c'est pour ça que j'ai voulu prendre le micro aujourd'hui, une contribution va être versée à nouveau à l'association Lin et Chanvre Bio, simplement pour qu'elle puisse continuer ses travaux parce que ce sont des gens absolument adorables, délicieux, uniques et il faut vraiment absolument les connaître. C'est un enrichissement personnel absolument fantastique. Je termine. Parce qu'il faut que tu termines. Ouais, je vais terminer sur les mots d'Olivier. Il a raison. Nous, les marques, aujourd'hui, au-delà d'un produit qu'on a à vendre et à proposer, notre mission aujourd'hui, nous qui sommes auprès du consommateur final, c'est évidemment de véhiculer en toute transparence les valeurs et le savoir-faire de toute cette filière d'excellence qui est en train de se reconstruire. Merci beaucoup. Merci Jean-Charles. Voilà. On arrive bientôt à la fin, donc maintenant on va redonner la parole encore à deux autres marques. Jean-Charles, c'était la première. Maintenant Marion Lemaire qui a sa marque Splice. Attention de ne pas te prendre les pieds dans les trous. Ça va. Bonjour, donc moi je suis la fondatrice de la marque Splice que j'ai créée en 2018, fin 2018, et grâce un peu, et même grâce beaucoup à vous, l'association LC Bio, puisque c'est grâce à l'association en fait que j'ai rencontré toute la filière. Alors je vais essayer de ne pas être redondante avec tout ce qui a été dit avant, je vais dire des choses qui sont très proches de ce que vient de dire Jean-Charles, parce que moi j'interviens vraiment en bout de chaîne, et donc moi je fais des produits de ce genre-là, je fais des t-shirts en fait essentiellement donc de la maille. Et donc, si mes produits sont de bonne qualité, si mes produits sont jolis, alors bien sûr, il y a la patte du patron, du patronage et du stylisme, mais c'est surtout parce que toutes les étapes avant ont été super bien faites. Ils ont tous présenté ce qu'ils faisaient, mais ils n'ont pas dit à quel point ce qu'ils faisaient était compliqué, enfin moi de ce que je vois en tous les cas, parce que je passe beaucoup de temps à aller voir toutes les étapes en fait du change jusqu'à ceux qui cousent mes t-shirts. Et en fait, quand on les rencontre, quand on les suit dans leur travail au quotidien, on se rend compte à quel point c'est pas si simple en fait de travailler le lin. S'il n'est pas semé à la bonne période, pas à la bonne profondeur, pas avec les bonnes conditions météo, de là jusqu'à la couture, voilà. S'il y en a un qui fait pas bien son travail, si le tailleur a pas bien trié et enlevé le lin qui n'était pas de bonne qualité, si le filateur a pas bien fait ses mélanges, et ben moi j'aurai un fil qui sera pas de super qualité et qui me permettra pas de faire ça ou de faire ça avec des trous en fait. Donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, donc moi vraiment, je suis en bout de chaîne et je me repose sur tous ces acteurs qui font un super travail. Et donc la valeur de mes produits, c'est la valeur de tous les savoir-faire qui ont travaillé en amont dessus. Et
voilà, donc moi j'utilise un peu de lin conventionnel, de plus en plus de lin bio. Je tends vers le 100% bio et j'aimerais idéalement faire du 100% bio et 100% français. Mais sachant qu'il faut s'adapter, le bio on en a très peu en France. Comme l'explique très bien Olivier Guillaume, en fait en bio, comme on a peu de surface, on ne peut pas faire beaucoup de mélange. Et ce qui fait la qualité du fil de Safilin, qui est le fil avec lequel je travaille pour faire mes t-shirts, puisque j'utilise du fil qui est filé au mouillé, c'est en fait le fait de pouvoir mélanger pour assurer, mélanger différents lots, mélanger différentes années pour pouvoir avoir un fil qui a toujours exactement la même qualité. Donc, on n'a pas forcément, il n'a pas la possibilité de faire ça avec le bio parce qu'on n'a pas assez de surface. Donc, en fait, moi, je fais de plus en plus de bio et je m'adapte. Donc, je fais ce que le bio me permet de faire. Donc, l'année dernière, c'était du jersey très épais. Là, je recommence à pouvoir faire du jersey un seul fil. Je suis très, très contente avec les dernières livraisons. Mais voilà. Donc, c'est un fil qui est fait avec une plante qui pousse toute seule. Donc, qui est plus ou moins heureuse en fonction des années. Donc, voilà, moi, je m'adapte et je travaille avec des gens dans la filière qui sont capables de s'adapter, de faire. J'ai un tricoteur avec lequel on fait des adaptations, de la recherche. On développe des nouveaux types de mailles pour mettre en valeur en fait le fil de lin bio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion. Voilà, maintenant la dernière, c'est Christelle Merter, voilà, qui est là, qui va vous parler de la Shuttle Factory. Voilà. Pendant qu'elle arrive, je voudrais ajouter que, pour compléter ce que dit Marion, qu'il y a 1000 hectares, il y en a un petit peu des 1000 hectares de lin bio qui part en Chine, et ce qui serait super, c'est qu'on garde nos 1000 hectares de lin bio en Europe pour pouvoir répondre mieux à Marion. Voilà. C'est vraiment le message que... Bonjour à tous, donc moi c'est Christelle, je suis la fondatrice de la Gentle Factory. La Gentle Factory, on est une marque de mode, tout comme Marion. On habille l'homme et la femme de la tête aux pieds avec des intemporels de qualité qui nous permettent du coup d'être sur une mode durable. Qu'est-ce qu'on fait en clair? On achète du fil et ensuite on fait sous-traiter, nous, toute la chaîne de fabrication auprès des partenaires, en tout cas des acteurs qui vont faire que, du coup, derrière, on va pouvoir vendre des t-shirts. Donc on fait tricoter, on fait tisser, on fait confectionner, on fait sérigraphier et on fait tout ça localement. Et on achète une partie de notre fil chez Safilin. Nous, le lin, parce que du coup, on ne fait pas de chanvre. Le lin, ça a un intérêt du coup pour répondre à nos enjeux de développement durable. Ça va avoir un intérêt du coup de proximité et de relocalisation de toute la filière et de traçabilité. Donc ça n'a pas de prix parce que finalement, aujourd'hui, on est garant quand on fait des produits en lin de se dire, majoritairement, ça a été fait dans le nord de la France ou en tout cas en Normandie. Et par rapport aux obligations légales qui vont voir le jour à partir de janvier 2023, du coup, ça n'a pas de prix. En tout cas, ça n'aura pas de prix. Par contre, nos enjeux, ça va être des enjeux de pédagogie, parce qu'il y a un prof. Alors Marion n'en a pas parlé, mais clairement, quand on fait du lin, il y a un enjeu de positionnement prix. Et donc ça, c'est hyper important. Et si on n'accompagne pas le discours auprès de nos clients, vendre un t-shirt à 60 €, c'est pas facile. Et donc, du coup, effectivement, il faut redonner de la valeur. Marion en parlait. Il faut redonner de la valeur à toute la chaîne de fabrication et savoir comment est-ce qu'on va transmettre ça à nos clients. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Et après, peut-être que la filière pourra nous aider sur ces enjeux-là. Je voulais ajouter une deuxième chose, c'est que on vient de parler finalement du lien qu'on pouvait tisser entre nous. Et nous, notre engagement avec Marion, mais avec plein d'autres de l'écosystème des marques de mode qui fabriquons en France, c'est que seul on va plus vite peut-être, mais ensemble on va plus loin. Et le t-shirt que je porte, on l'a fait en collaboration avec Marion. Donc elle le vend sur son site. Nous, on le vend aussi auprès de nos fournisseurs. On s'est dit qu'on pouvait allier nos savoir-faire. Nous, on a du coup des enjeux où on fait beaucoup de mailles. Marion, elle est spécialiste du lin. Et donc, du coup, on s'est dit que ça serait super malin de pouvoir faire des choses en collaboration ensemble. Donc, je nous invite tous à collaborer. Très bien. Merci beaucoup. Reste ici. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je voudrais que tous les intervenants reviennent, si vous voulez. On fera une photo de tout le monde. Ça sera super.
vous revenez tous, et puis on va vous passer la parole. Donc Paul. Oh, Pierre, j'oublie Pierre. J'oublie le plus beau. Mais restez quand même, non, mais venez, vous allez être derrière Pierre. Excuse-moi Pierre. Excuse-moi, je t'oublie. Restez sur la... Voilà, restez tous. Voilà, allez, Pierre. Par contre, je ne te donne pas un quart d'heure, Pierre. Je te donne 3 minutes. Donc, Pierre Schmitt, c'est lui qui va faire la conclusion. Voilà. Et après, vous poserez des questions. Moi, je voudrais juste rappeler d'où l'on vient. Parce qu'on ne sait pas toujours où l'on va. Mais je pense qu'il faut rappeler un peu l'histoire textile. L'histoire textile européenne, et notamment française, n'est pas basée sur le coton. Le coton qu'on a vécu ces 2 siècles derniers, ou plutôt ce siècle dernier, 2 siècles, c'est un accident de l'histoire. Notre histoire repose sur le lin, la culture européenne et la culture française, depuis avant le XVIIe siècle, avant le coton. Le coton est venu par les esclaves, il ne faut jamais l'oublier, et c'était les premiers effets négatifs de la mondialisation. Et avant le XVIIe siècle, on s'habillait en lin, en chanvre, en laine, et même avec de l'ortie. Et on a tout oublié. Donc aujourd'hui, il faut réhabiliter ça, et tout ce qui est en train d'être fait, c'est très bien, mais on revient à nos sources. Malheureusement, le groupe où j'ai commencé ma carrière textile, qui s'appelle DMC, pour les plus anciens, ça vous dit quelque chose encore, Dolphus, Mick, compagnie, et ce groupe l'a également oublié. Il a oublié cette culture, il était préoccupé uniquement par le prix et par les achats. Et on avait un directeur des achats, un Hollandais, et les Hollandais sont assez rapiens, vous le savez, et je m'excuse, mais c'est un peu vrai. Il disait en allemand en général, parce qu'il aimait bien parler allemand, der erste Gewinn liegt im Einkauf. Le premier bénéfice se trouve dans les achats. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait acheter le moins cher, le moins cher et le moins cher. Et on a fait crever toute la filière et la distribution a suivi le pas et elle a fait crever le reste. Et résultat, on s'est banalisé et aujourd'hui, on a un constat, c'est qu'on dépend de l'étranger. Et je crois que c'est ça la leçon. Tout le monde a parlé de l'écosystème, il faut le recréer. Alors je me permets de faire un peu de pub, parce que c'est la première fois qu'il y a le patron de la BPI qui est extrêmement important de la réindustrialisation, on sait tous, qui s'appelle Nicolas Dufourcq. Et Nicolas Dufourcq a écrit un bouquin qui s'appelle « La désindustrialisation de la France ». Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Enfin, il est déjà épuisé, donc il faut qu'il le réédite. N'empêche qu'il a cité un témoignage de M. Renaud Dutreil, que vous connaissez. C'est quand même quelqu'un qui a fait du bon boulot à l'époque avec le pacte Dutreil, qui a facilité la transmission des entreprises. Et il a dit, ce qui est important, c'est l'écosystème. La base de l'industrie de luxe française réside dans un système complexe qui inclut des sous-traitants industriels, mais aussi des musées, des artistes, des banques, les pouvoirs publics, les élus locaux, les historiens et les agriculteurs. Voilà, c'est cet écosystème qui a été bien expliqué par tout le monde, qui est extrêmement important. Et il parle de l'absurdité des agricultures de pays de Caux qui font le plus beau lin de France et qui l'exportent évidemment en Chine. Ça, c'est un peu une situation qui est la première fois relevée dans un bouquin et je trouve ça très bien. Mais aujourd'hui, le plus important, effectivement, c'est de comprendre, parce que tout le monde parle tout le temps de l'innovation, mais l'innovation, comme l'avait dit un article dans Les Échos il y a quelques années, l'innovation se fait dans la proximité. La délocalisation tire vers le bas et la relocalisation tire vers le haut. Et à partir du moment où vous avez un écosystème, vous avez des partenaires, parce que personne ne maîtrise tout, ça a été dit à plusieurs reprises, et il faut comprendre le tout. Pascal, vous n'avez pas oublié, disait, plutôt que de connaître tout d'une seule chose, il faut connaître un peu de tout. Et c'est ça que la filière fait. Et c'est ça le résultat, c'est à cause de ça qu'il faut recréer ces écosystèmes de proximité. En Alsace, chez Emmanuel Lang, on a compris ça assez vite, parce que la filière, la maîtrise de la filature nous a permis de faire évidemment aussi un jean en 100% lin avec une filature au sec, qui est assez exceptionnelle, mais surtout ça nous a permis de maîtriser toutes les étapes du métier. Et c'est grâce à ça qu'on a vite progressé.
Et je me permets juste d'aller un peu plus loin au-delà du textile traditionnel, de l'habillement et de l'ameublement, pour parler un petit peu des composites biosourcés dans lesquels on s'est engagé sur la plateforme de Mulhouse, parce que, excusez-moi de faire un peu de publicité pour Mulhouse, je suis quand même un petit peu alsacien, vous l'avez senti à l'accent, c'est qu'à Mulhouse, on a un écosystème, comme ici, qui est vraiment complet. On a un constructeur de machines mondialement connu, de machines de filature au sec, qui est Schlumberger. On a des écoles textiles d'ingénieurs, l'ENSISA. On a des écoles de chimie. Je rappelle quand même que la première école de chimie de France a été faite par l'industrie textile à Mulhouse en 1822. On fête aujourd'hui le 200e anniversaire. On a un superbe labo qui s'appelle l'Institut des sciences et des matériaux de Mulhouse. Et c'est avec eux qu'on travaille étroitement ensemble pour créer cet écosystème qui nous permet de concevoir les matériaux du futur, qui sont les matériaux, les biocomposites. Vous verrez quelques exemples sur notre table. Et c'est ces matériaux qui sont importants et qui vont permettre une vraie révolution culturelle en France. Et c'est à Mulhouse que ça se passe, mais également en France. Je terminerai par 3 phrases toutes simples. C'est qu'il ne faut jamais oublier que le textile a été le moteur de la révolution industrielle, parce qu'il y a tellement d'a priori à l'égard du textile, et il faut savoir d'où l'on vient. Donc le textile a été le moteur de la révolution industrielle. Le lin, avec le chanvre, les matériaux biosourcés vont devenir le moteur de la révolution écologique. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et le plus important, et ça, il faut le dire à tous les politiques, c'est que la France, avec les matières premières, on a une véritable mine d'or au niveau agricole, avec le constructeur de machines qu'on a, Schlumberger et tous les autres, avec les écoles et toute la filière, on a tous les éléments pour devenir le leader mondial des matériaux biosourcés qui vont remplacer tous les dérivés du pétrole comme le PU, les PVC et les fibres de verre. Merci. Paul, tu vas reprendre les questions ? Est-ce que vous avez des questions à poser à l'un ? Voilà. Pendant... Vas-y. Là-bas. Donc on se donne 10 minutes pour faire quelques questions. Voilà. Merci beaucoup à tous les intervenants. C'était très bien. Bonjour à tous. Alors moi, ce ne sera pas vraiment une question, mais un témoignage justement à toute cette filière. Je représente la filature L'Infini que nous allons relancer en Bretagne. Elle va ouvrir en juin 2023. Que je relance avec mon associé alsacien Tim Muller. Merci à toute cette filière, parce que quand on parle de filière, ce qui est important, c'est se sentir soutenu. Alors ça passe par vous, l'un est Chanvre Bio, et notre interlocutrice Nina, qui répond jour et nuit à nos appels et nos interrogations. Merci également aux 2 industriels et filateurs importants sur le territoire français, Olivier Guillaume pour Safilin, Pierre Schmitt pour Velcorex, 2 acteurs qui nous soutiennent. Et quand je vous dis ils nous soutiennent, c'est pas simplement un appel de temps en temps, c'est prendre du temps pour nous expliquer, pour nous recevoir, pour trouver des solutions ensemble. Et c'est bien ce mot « ensemble » qu'il faut retenir de la filière, car sans eux, sans toutes ces personnes qui essayent de trouver des solutions avec tous les participants, on n'arriverait pas à relancer aujourd'hui une filature au sec en Bretagne. Et puis grâce également à notre fabricant de machines textiles Schlumberger en Alsace, avec Florian Kienné, qui est représentant aujourd'hui ici de cette entreprise. On va commander nos machines à la fin du mois et notre filature sera opérationnelle pour juin 2023, filature au sec, avec déjà de nombreux débouchés en capacité de sortir 200 tonnes. Alors j'aimerais qu'on applaudisse vraiment tous ceux qui permettent à la filature d'exister. Bravo à vous et merci messieurs. Très bien. Une question au fond, je crois. Paul, il y avait une question au fond. Bonjour, je m'appelle Bruno, je viens de Belgique, je représente une marque de linge de maison. Alors moi j'ai une question en fait pour Emmanuel, le maître de Mester. Donc vous avez mentionné que vous ne faisiez actuellement pas de bio, mais que vous n'aviez rien contre. On a entendu que pour l'instant la demande dépasse l'offre. Alors pourquoi vous ne faites pas de bio et avez-vous l'intention d'en faire ?
C'est une très bonne question, merci. Je ne sais pas si je vais être capable de répondre. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de lin bio? Parce que ça n'avait pas été dans la priorité. Parce qu'on pense d'abord qu'il ne faut pas l'oublier, que le lin est la matière la plus écologique qui existe, même si elle n'est pas bio. Ça, il faut quand même se le rappeler. Et qu'a priori, on n'avait pas encore... Moi, je ne m'occupe pas du tout des achats chez le maître de Mester, mais a priori, on n'avait pas encore la capacité d'approvisionnement qui répondait à nos besoins. Je vais vous dire ça un petit peu comme ça. Et si vous voyez, alors je ne suis pas un grand spécialiste, mais je crois qu'il y a 160 000 hectares de lin en France, je crois, à peu près. 1000 hectares de lin bio, ça veut dire la proportion de matière qui est réalisée avec. Voilà. Merci. Une autre question? Bonjour à tous, Frédéric Vernet. Je souhaitais juste ajouter une petite remarque. Effectivement, je crois très profondément dans l'intégralité de la filière et je vais prêcher pour ma paroisse, mais à mon sens, il manquait aussi la partie ennoblissement qui est assez importante dans toutes les différentes facettes du lin, même si en partant de la filature au mouillé, il y en a déjà. Et puis quand je regarde tout autour de nous, je vois beaucoup de gens qui ont sorti du lin de leur garde-robe et je vois beaucoup de couleurs. Et je pense qu'on y participe aussi. Et voilà, c'est quelque chose que je souhaitais souligner. Oui, nous sommes ennoblisseurs, nous sommes la teinturerie de la justice à Roubaix. On existe depuis 95 ans. Et au-delà de travailler avec des normes Cotex, GOTS et ce qui est environnemental aujourd'hui obligatoire, on a aussi des alternatives sur lesquelles on travaille sur de la teinture végétale, avec et sans mordant aussi. Là, c'est plutôt un appel à vous, Marc, qui cherchez des alternatives comme celle-là, où on est assez intéressé à travailler en collaboration avec vous. Donc si vous avez des projets dans lesquels vous souhaitez nous solliciter, nous aussi on a besoin de locomotives pour avancer sur ces enjeux-là. Merci. Merci, vous avez bien fait de prendre la parole. C'est vrai qu'on s'excuse, on aurait dû mettre l'ennoblisseur aussi. Voilà, donc c'est très bien que vous ayez pris la parole. On y pensera effectivement l'année prochaine à mettre plus l'accent sur cette étape essentielle qui est la teinture et l'ennoblissement. Bonjour, Jean-Charles Delebec, je suis agriculteur. Au tout début des interventions, donc il y a plusieurs teillages qui sont intervenus et à chaque fois, ça a été expliqué qu'en fait, ils ont fait du lin bio à la demande et en accompagnant les agriculteurs justement qui se convertissaient en bio. Et quand je vois tous les témoignages d'après, il y a quand même une forte demande. Alors comment faire pour que justement, que finalement les teillages puissent proposer des contrats aux agriculteurs plutôt que ce soit les agriculteurs qui se convertissent et tout doucement on a de la matière qui arrive. Donc je trouve qu'il y a un décalage en fait entre les attentes des marques, sociétales aussi, puisque les marques proposent ce que veulent les consommateurs. Et voilà, c'était ma question. Je vous laisse répondre. Donc c'est une bonne question. La réponse est la suivante, c'est que en fait la conversion bio se gère sur une exploitation totale. Et on ne peut pas raisonner dans une exploitation cultiver uniquement du lin bio. Et donc de ce fait-là, nous en tant que tailleurs, on ne peut pas pousser tel ou tel exploitant à se convertir en bio. Par contre, à partir du moment où il a pris la décision de se convertir en bio, nous on est capable de l'accompagner. Voilà. Merci, Emmanuel. J'en profite pour rebondir sur ce point, c'est un point important. Il n'y a pas d'opposition entre le lin et le lin bio. Le fait d'aller vers le bio, le gros intérêt, ce n'est pas pour le lin, c'est pour l'ensemble de l'exploitation agricole, puisqu'il y a à peu près 6 fois plus de surface dans l'exploitation agricole que celle qui est cultivée en lin. Donc faire du lin bio, c'est faire du lin à an sur 6, mais c'est faire du blé bio, du légume de plein champ bio, de la pomme de terre bio, etc. les autres années. Donc l'intérêt de la conversion au bio, il dépasse très largement l'intérêt du lin.
le lin en lui-même n'est pas la culture de loin la plus problématique dans le modèle non bio. Et par contre, ça a été souligné, effectivement, c'est un absent aujourd'hui, on s'en excuse. La teinture est l'autre gros enjeu écologique. D'aller vers le lin bio, c'est aussi aller vers des teintures plus bio. Et c'est l'autre gros point d'impact en termes d'environnement. Quand on fait du lin bio, c'est l'agriculture pour l'ensemble de la rotation et la teinture. Évidemment, toutes les étapes pour la traçabilité, mais c'est moins impactant. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie encore une fois. Et... Encore une question? Alors, on prend une dernière question et on passe aux chambres. Bonjour, donc moi je m'appelle Viviane et je voulais revenir notamment sur les ennoblissements. On a parlé de la teinture. Alors nous, on est une marque peut-être un petit peu particulière ici, puisque les gens qu'on habille ne sont pas vraiment des gens, puisque nous, on équipe en fait aujourd'hui les chevaux à partir de lin, et on voudrait aussi travailler avec le chanvre. Et on a un vrai enjeu au niveau de l'ennoblissement en ce qui concerne tout ce qui va être notamment l'imperméabilité et la résistance aux extérieurs. Donc voilà, sur ce travail-là, de se poser les questions pour avoir aussi quelque chose. On parlait de remplacer tout ce qui était plastique et PVC, donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui. Donc une réponse ou non, pas de réponse? C'est une affirmation, donc vous ne voulez pas de réponse. Tu veux faire une... Moi non plus, je n'ai pas de... Bon, mais de toute façon, c'est la dernière question parce qu'on est déjà à la bourre. On est déjà à la bourre, donc on arrête. Ce que nous faisons, nous, c'est votre dernière question. Alors nous, on est une marque en fait d'équipement équestre qui souhaitons remplacer tout ce qui est fibres synthétiques et polyester par des fibres issues de végétaux, d'où notre intérêt pour le lin et le chanvre, notamment puisque aujourd'hui nous fabriquons en fait les premiers équipements équestres 100% en fibres végétales à partir de lin français. Donc nous faisons des licoles et longes pour les chevaux pour aller les chercher au pré à partir de lin français. Ok. Alterplanète. Donc notre ok, marque. je ne demandais pas de réponse. Merci beaucoup. Donc je vous remercie. Comment? Tu veux répondre quand même? Je pense que 15 secondes. Non, je pense qu'en fait, il y a toute une industrie, une nouvelle industrie qui va se développer et pour remplacer tous les produits synthétiques, tous les fibres de verre et tout ça. Et je pense qu'on ne se rend pas compte du potentiel. Des fibres de verre, des produits synthétiques, vous en avez partout. Vous en avez dans toutes les habitations, vous en avez dans les bateaux et tout ça. Donc, quand j'ai parlé des composites de lin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est au début, mais le potentiel est gigantesque. Et si vous réunissez les compétences dans une filière, et surtout les compétences textiles et de chimie, parce que pour faire un composite, il faut de la chimie, des polymères et du textile. Et malheureusement, et on le sait à Mulhouse, les gens n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Mais si vous les mettez ensemble, vous créez une véritable révolution. Et je pense qu'on ne peut pas imaginer tout ce que vous pouvez faire. Regardez, vous avez toutes les chaises en plastique ici. Demain, vous avez toutes les chaises en lin. Et on peut continuer cet exemple. Donc c'est là où la France a vraiment un exemple absolument incroyable et elle peut devenir, je le répète, le leader mondial des matériaux biosourcés. Il est un peu infernal, mais c'est dur de l'arrêter. Mais je vais vous donner un exemple très précis, parce que les chaises en plastique, c'est pas très beau de parler de ça quand même. Vous avez entendu parler de Raphaël Nadal, qui a gagné son 14e Roland-Garros. Il a gagné son 14e Roland-Garros avec une raquette dans laquelle il y avait une structure en lin. Le lin avait été tissé dans les Hauts-de-France chez le maître de Mester. Très bien. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous avez été formidables.